C'est une partie de mes recherches dans ma thèse de doctorat qui porte sur le jardinage alimentaire domestique, justement, je vais le définir plus tard. Je suis dirigé notamment par Éric Duchemin et Louise Van Laak de l'UQAM, mais également par Nathan McClintock de l'INRS. Premièrement, je vais vous introduire un petit peu mes réflexions par rapport à certains enjeux alimentaires qu'on se pose partout dans le monde, mais ici avec des chiffres propres au Québec. Au Québec, par exemple, sur la période 2017-2018, on a relevé 11% d'insécurité alimentaire. Une étude qui a été menée également en 2007 a démontré qu'à Montréal, il y avait une problématique quant au régime alimentaire et aux consommations des ménages, et que cette problématique-là sur les mauvais régimes alimentaires était plus importante à Montréal que les problématiques d'accès ou encore que les problématiques de désert alimentaire qu'on identifie souvent ailleurs en Amérique du Nord. Un sondage léger qui a été diffusé sur les mêmes périodes, en 2016, a également montré que les Québécois, Québécoises étaient à 82% préoccupés par le prix des aliments qu'ils consomment et que 73% d'entre eux et elles ont comme priorité de se nourrir sainement. On voit ici donc qu'il y a vraiment des préoccupations, des enjeux, des problématiques qui peuvent même parfois s'avérer contradictoires, notamment sur le fait de vouloir avoir des aliments à bas coût, tout en ayant le maximum de diversité, de choix et de qualité de ces aliments. Certains de ces enjeux-là alimentaires, on estime souvent qu'il y a un problème et qui est lié au système alimentaire agro-industriel qui est dominant et qui est le principal système alimentaire qu'on connaît et qui est garant de nos approvisionnements. Et on souligne de plus en plus certains enjeux comme le fait d'avoir trop d'aliments hautement transformés, d'avoir trop d'intermédiaires dans les filières et les chaînes de distribution, ce qui peut empêcher parfois une bonne redistribution des valeurs et des profits. Puis encore une spécialisation et une standardisation des produits qui à terme, peuvent occasionner certains enjeux pour les consommateurs, mais également pour les producteurs. Face à ce système alimentaire dominant là, qui pose certains problèmes, il y a tout un courant de recherche et de littérature sur les systèmes alimentaires alternatifs qu'on définit ici d'après De Ver et Lamine comme des initiatives qui comportent des allégations de nouveaux liens entre production, consommation ou entre producteurs et consommateurs en rupture avec le système dominant. Donc c'est ça, comme je vous l'ai expliqué, il y a vraiment ce système dominant agro-industriel auquel certaines recherches vont chercher à pallier ou à proposer des alternatives, notamment pour résoudre certains enjeux liés à l'alimentation ou en tout cas améliorer la qualité de nos aliments et les services rendus par nos systèmes alimentaires. Je donne deux exemples rapidement au Québec de systèmes alimentaires alternatifs. Ici, la campagne publicitaire menée par Équiterre pour son programme de fermiers de famille, où les consommateurs payent à l'avance un panier pour l'année et la saison de production, afin de partager les coûts, les risques avec les producteurs, et aussi afin d'avoir un panier régulièrement chaque semaine, main en main, en vente directe ou en tout cas en circuit court avec les producteurs. Bon, ici, la photo est je la trouve assez drôle parce que c'est quand même une image vraiment romancée de l'agriculture, mais c'est aussi ce qui parle aux urbains et ce qui plaît. Donc, voilà un petit peu un exemple de système alimentaire alternatif. Et un autre type de ces systèmes, c'est les marchés de producteurs qui permettent la vente directe, donc l'échange direct des marchandises du producteur au consommateur. Et ici, avec l'exemple du marché solidaire Frontenac, où certains aliments qui sont produits dans la serre du quartier nourricier juste à côté sont vendus directement au métro. Maintenant, la question que je me pose plus largement et aussi dans mes recherches, c'est l'agriculture urbaine dont on parle beaucoup. Quelle place elle a au sein de ces systèmes alimentaires alternatifs? Et j'attache vraiment ici une importance importante, enfin, il y a beaucoup d'importance à parler des agricultures urbaines parce qu'il y a vraiment une diversité des initiatives et c'est un concept vraiment pluriel. Déjà, à commencer par le simple fait que l'agriculture urbaine est des fois considérée comme urbaine au sens propre, au sein des limites, par exemple, administratives des villes ou dans des zonages résidentiels, ou etc., mais également périurbaine, donc en périphérie des villes, dans les aires urbaines, etc., où là, jusqu'où on peut aller avant de tomber dans ce qui serait de l'agriculture rurale. Donc, beaucoup de questions qui se posent et qui correspondent à des réalités, des types d'initiatives d'agriculture urbaine bien différents. En plus de ça, on définit souvent les agricultures urbaines à partir de la production d'aliments, oui,
mais aussi la production de coproduits, comme par exemple le bois de chauffage ou encore de compost, mais aussi des services rendus souvent aux villes, comme le propose Luc Mougeot dans sa définition, où il explique que l'agriculture urbaine se définit comme la production de tous ces éléments-là, mais à destination et tournée vers les villes. Pour mieux vous parler de ces agricultures urbaines et des distinctions, comment faire, je m'intéresse et j'aime beaucoup une typologie, celle de Thomas Krixer, qui propose, lui, de distinguer les initiatives suivant les niveaux de distribution, micro, méso ou macro, les objectifs et intérêts portés par les initiatives, qu'ils soient socioculturels, d'autosuffisance, d'autoproduction ou commerciaux, et encore à travers les acteurs qui portent ces initiatives, les individus, les ménages, des associations, start-up ou encore des entreprises. Ça permet, selon les critères choisis pour établir cette typologie, de faire un bon portrait des différentes agricultures urbaines qui existent, selon moi. Et donc, la question qu'on se pose, c'est les agricultures urbaines, est-ce qu'elles participent à des systèmes alimentaires et alternatifs? Est-ce que nécessairement elles y participent? Et est-ce qu'elles s'engagent aussi dans ces effets de transition technologique et sociale? Là, rapidement, je vous donne deux petits exemples. On a dans la région de Montréal les initiatives comme les fermes Loufa, des serres sur les toits qui ont recours à la culture hydroponique, donc avec des substrats enrichis en minéraux pour irriguer et fertiliser les cultures, où là, c'est des systèmes vraiment technologiques qui existent et qui investissent nos villes. Et d'autres initiatives comme ici les jardins collectifs de l'organisme Bouffe Action de Rosemont, où là, l'objectif, c'est vraiment de produire de la nourriture ensemble et de la partager entre les producteurs ou même des fois avec d'autres organismes comme des banques alimentaires. Donc voilà, différents aspects des initiatives qui s'opposent sur leurs valeurs, leurs objectifs et les acteurs qui les portent et qui constituent le mouvement qu'on peut appeler agriculture urbaine. Et moi, dans mon cas, dans ma recherche, je vais me poser ces questions-là pour les initiatives plus spécifiques à l'échelle micro, qui ont des objectifs plutôt d'autoproduction et qui sont portés par les individus. Donc, c'est des initiatives qui participent à l'agriculture urbaine, mais auxquelles on s'intéresse moins. Et ici, comme vous pouvez le voir sur la typologie, qui a répertorié des initiatives et qui les a classées, il n'y en avait pas de recensées dans cette catégorie. Et donc, ça échappe un petit peu à notre regard et à toutes ces études sur le mouvement de l'agriculture urbaine. Je définis donc le jardinage alimentaire domestique comme la culture de légumes ou de petits fruits pour un usage personnel dans le cadre du domicile ou dans un jardin situé en dehors du lieu de résidence. Ça comprend aussi bien les personnes qui cultivent des parcelles en jardin communautaire que des personnes qui entreposent des pots à leur domicile. Là, je vous ai mis une petite photo du balcon que j'avais réussi à entretenir avec ma colocataire l'été passé, avec quelques plans en avant. Et en guise de meilleur exemple, le toit d'un Montréalais qui a littéralement couvert le toit de son immeuble et de son appartement de bacs de légumes. On sait en plus que dans Amérique du Nord et à Montréal, d'après d'autres études, qu'il y a plus du tiers des personnes qui cultivent des aliments. Et on qualifie souvent cette agriculture de loisirs comme agriculture de loisirs dans les pays industrialisés. Mais toutefois, pour aller plus loin, je me suis posé la question générale de savoir si le jardinage alimentaire domestique se présente comme une source d'approvisionnement alimentaire pour les ménages de la région de Montréal. Ici, je me suis posé plusieurs questions de recherche dans mon doctorat, mais je vais me concentrer sur deux d'entre elles aujourd'hui, qui est de savoir si oui ou non le jardinage alimentaire domestique contribue à l'alimentation des ménages et d'identifier quels sont les principaux bénéficiaires de cette contribution. Je mobilise dans mon doctorat et plus généralement ici dans les méthodes auxquelles j'ai recours, une approche pragmatique définie selon John Creswell comme le fait de se concentrer sur une problématique de recherche et utiliser une approche pluraliste afin de créer de la connaissance sur cette problématique, sur cet enjeu. Je le traduis en combinant en fait un maximum d'approches, d'analyses pour comprendre cette contribution alimentaire. Ici, je vais vous présenter deux types d'analyses, par exemple l'analyse des correspondances multiples et la régression logistique, réalisée à partir des mêmes données, mais de façon complémentaire. Ça me permet d'avoir recours à une approche exploratoire et d'essayer de proposer des hypothèses, des pistes d'explication à partir des données quantitatives que je possède. Justement, en termes des données, la collecte de données, c'est un sondage téléphonique qui a été diffusé sur 5 territoires de la région de Montréal, que vous pouvez voir ici en vert sur la carte. Il y a le territoire de Terrebonne, au nord de la rivière des Prairies, le territoire de Chaumeday à Laval, une zone de la ville de Longueuil sur la rive sud, et les arrondissements de l'île de Montréal, que sont Montréal-Nord et Côte-Saint-Paul-Villemar.
Il y a également sur la carte d'autres territoires en rouge, parce qu'en fait, toute cette démarche-là s'intègre à un projet de recherche plus global, où il y a eu d'autres études sur les autres territoires que vous voyez. Je vais donc présenter l'analyse des résultats d'analyse des correspondances multiples et des régressions logistiques. J'ai fait ces deux analyses sur le sous-échantillon des 502 personnes qui jardinent. Ça représente 37% de l'échantillon global. Donc, comme je vous disais, plus du tiers des personnes qui jardinent. On a eu les mêmes résultats dans notre étude. Et moi, je vais m'intéresser aux 502 personnes qui jardinent. Je vais commencer par vous donner quelques résultats descriptifs des données brutes issues du sondage, notamment sur l'autoconsommation des fruits et légumes par les ménages. Ici, j'ai distingué donc les personnes qui produisent moins du quart de leur consommation globale en fruits et légumes frais pendant la saison de production et celles qui produisent donc plus du quart de leurs besoins, de leur consommation en fruits et légumes frais. Ce que je constate, c'est qu'il y a 144 personnes, donc quand même 29% de l'échantillon des personnes qui jardinent, qui produisent plus du quart de leur consommation en fruits et légumes frais toujours. En ce qui concerne le partage d'aliments des personnes qui jardinent avec d'autres cercles, d'autres relations, sur les 502 personnes, il y en a 225 qui partagent des récoltes, soit 45%, près de la moitié d'entre eux qui partagent des aliments. Les principaux destinataires étant la famille et les voisins. J'ai donc des premières pistes de réponse à la question de recherche qui est de savoir que le jardinage alimentaire contribue de façon directe à travers l'autoconsommation, mais également indirecte à travers le partage d'aliments à l'alimentation des ménages. Ici, j'estime et j'ai fait le choix de considérer que quand on produisait plus du quart de fruits et légumes frais qu'on consomme l'été, on bénéficiait d'une importante contribution alimentaire. Et ça représente 29% des personnes qui jardinent et quand même 10% de l'échantillon total. Pour maintenant répondre à la deuxième question sur les principaux bénéficiaires, je me suis intéressé vraiment au profil socio-économique des répondants. Et notamment en distinguant les bénéficiaires d'une importante contribution alimentaire des autres. Je vais commencer donc par décrire vraiment l'échantillon des personnes qui jardinent à partir de l'ACM, avant de comparer les différents profils socio-économiques suivant la contribution alimentaire du jardinage, cette fois en utilisant la régression logistique. Et une analyse des correspondances multiples, ça permet d'avoir une représentation graphique des modalités, des variables, des données. Et ici, je m'intéresse au premier plan factoriel, donc aux deux premiers axes, qui résument 15,61% de l'inertie. L'inertie, ça correspond en fait à la variance totale des variables et donc, si on veut, à l'information contenue dans toutes les données qu'on a considérées ici. On voit que le premier plan factoriel en résume peu, mais c'est souvent le cas pour les variables socio-économiques et surtout si on résume sur le premier plan factoriel seulement. Il y a un premier détail ici que je voulais souligner, c'est que les résultats de l'ACM, donc les résultats graphiques, sont similaires entre le sous-échantillon des 502 personnes qui jardinent et l'échantillon global. Il n'y a pas de différence majeure entre ces deux échantillons, d'après les ACM que j'ai pu réaliser. Voilà comment se présentent donc les résultats de l'analyse en correspondance multiple. Vous pouvez voir en rouge les modalités des variables socio-économiques. Ici, volontairement, j'en ai juste souligné deux, locataire et propriétaire, je vais vous expliquer ensuite. Et donc, ces modalités-là se répartissent sur les deux premières dimensions avec des coordonnées qui ont été calculées en fonction de la proximité entre les coordonnées, entre les modalités, si elles sont portées par les mêmes individus ou non. Il y a une particularité pour lire ces ACM, ces graphiques, c'est que les modalités, par exemple, qui vont être éloignées du centre du graphique, comme ici la modalité sans emploi en haut à droite, ça signifie qu'elles sont rares dans l'échantillon, qu'elles sont portées par un nombre moins fort d'individus. Plus les modalités seront proches du centre, plus elles sont portées par un nombre important d'individus. Ensuite, moi, je vais vous lire l'ACM en fonction des bissectrices qui coupent le premier plan factoriel en deux. Donc là, vous voyez les flèches qui représentent les deux bissectrices. Suivant la première bissectrice, donc qui va d'en bas à gauche en haut à droite, on voit les modalités d'être propriétaire ou locataire de son logement. On voit également les modalités d'habiter un logement unifamilial ou d'habiter dans un immeuble. On voit aussi une répartition des niveaux de revenus des ménages avec en haut à droite les revenus les plus faibles et en bas à gauche les revenus les plus élevés. On voit aussi la répartition des niveaux d'études avec en haut à droite les personnes les moins diplômées, puis en bas à gauche du graphique les personnes les plus diplômées.
De façon moins franche, parce que c'est surtout suivant la première dimension, on a aussi une répartition de nos territoires, avec en haut à droite le territoire de Montréal-Nord qui s'oppose par exemple en bas à gauche au territoire de Terrebonne. Et pour finir, c'est également la variable de genre qui se répartit suivant cette bisectrice, avec les femmes plutôt présentes en haut à droite et les hommes plutôt présents en bas à gauche. En ce qui concerne la deuxième bisectrice, on a ici les modalités de la variable de lieu de naissance, avec les personnes nées en dehors du Canada en haut à gauche et les personnes nées au Canada en bas à droite. Il y a également une distribution des modalités d'âge, de la variable d'âge, avec les personnes plus jeunes en haut à gauche et les personnes plus âgées en bas à droite du graphique. Finalement, on peut résumer donc nos deux bisectrices, la répartition de nos modalités suivant les deux bisectrices comme telle, ce que j'ai un peu interprété comme la première bisectrice qui distribue les modalités qui sont surtout liées à des facteurs économiques, le revenu, le statut d'habitation, le niveau d'études, et sur la deuxième bisectrice, plutôt des facteurs socioculturels comme le lieu de naissance, l'âge. Il y a une petite exception ici qui est la variable de genre. Je pourrais y revenir après si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à poser des questions là-dessus. Il nous reste ensuite, il me restait deux variables que j'avais du mal à caractériser suivant les deux bisectrices, et c'est les variables de ménage, les couples avec enfants, sans enfants, les personnes seules, les familles monoparentales ou les colocataires, et aussi les occupations principales, les salariés à temps plein, temps partiel, les retraités, les étudiants, les personnes à la maison ou sans emploi. Les modalités de ces variables-là se répartissent vraiment sur l'ensemble du premier plan factoriel. Et ça me permet donc de dire que ces variables résument un petit peu mon jeu de données et l'échantillon. Ça oppose surtout en fait aux couples qui ont des revenus d'emploi, les célibataires qui n'ont pas de revenus d'emploi, et par exemple les étudiants avec des enfants aux retraités qui n'ont pas d'enfants. Ça me permet un peu aussi de résumer les effets de toutes les autres variables dont je vous ai parlé avant. J'ai maintenant aussi intégré à l'ACM la variable de contribution alimentaire, plus ou moins de 25% de la consommation des ménages. Ici, les modalités apparaissent en vert parce qu'elles sont supplémentaires et n'ont pas participé à la construction des axes. On voit ici que les modalités sont proches du centre et qu'elles se distribuent suivant la première bisectrice. J'interprète ce résultat-là comme de façon plus générale sur les résultats de l'ACM, on a donc les variables de type de ménage et d'occupation principale qui semblent résumer l'information et que donc nos individus se distinguent vraiment suivant la structure de leur ménage. Et on a vu deux effets majeurs qui soient l'effet d'être en couple célibataire ou d'avoir ou non des enfants. En ce qui est de la contribution alimentaire, on voit que les facteurs économiques semblent être plus importants que les facteurs socioculturels pour distinguer les ménages qui bénéficient d'une importante contribution alimentaire. Pour maintenant comparer les ménages et les répondants, je vais vous présenter rapidement les résultats de la régression logistique. Toujours à partir du sous-échantillon des 502 personnes qui jardinent, où là, on a considéré comme variable réponse la variable de contribution alimentaire et comme variable explicative des variables socio-économiques. Ici, une particularité et qui justifie aussi l'utilité de l'ACM, la variable d'occupation principale était instable dans le modèle. Donc, j'ai pu en faire abstraction pour me concentrer sur le type de ménage parce que je sais et j'ai analysé mon échantillon et je comprends un peu l'information qui est comprise dans ces différentes variables et qu'elles sont en partie équivalentes. Voilà comment se présentent les résultats de la régression logistique avec un gros tableau, pas forcément lisible ici, mais je vais vous le détailler, et quelques indicateurs sur la qualité de l'ajustement qui nous donnent ici encore le fait que 13% de l'inertie est résumée par le modèle. Donc des proportions assez faibles, mais au vu de la grosseur du jeu de données et du nombre de variables considérées, c'est des résultats qui sont tout de même intéressants ici. On interprète les résultats de la régression logistique à partir de, pour chaque variable, des modalités de référence. Ici, pour la variable de territoire de résidence, par exemple, c'est Terrebonne la référence, et on va comparer à ça les autres territoires, et on va donner un odds ratio, donc une probabilité, une chance, pour les individus qui vivent dans les autres territoires de bénéficier d'une importante contribution alimentaire ou non, en fonction du territoire de référence. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'à Montréal-Nord, il y aurait quasiment 2 fois plus de chances de bénéficier d'une importante contribution alimentaire par rapport à Terrebonne. C'est le cas également avec pour les couples avec des enfants comparativement aux personnes seules.
On le voit ici, cette fois, à l'inverse, avec les personnes âgées de 35 à 44 ans qui auraient moins de chances de bénéficier d'une contribution alimentaire que les personnes âgées de plus de 75 ans. En ce qui est du revenu, on voit que les ménages qui gagnent entre 40 et 60 000 dollars par an ont plus de chances de bénéficier d'une contribution alimentaire importante par rapport aux plus aisés qui gagnent plus de 150 000 dollars par an. Et ceux qui gagnent donc entre 80 et 100 000 dollars par an, eux, ont moins de chances de bénéficier d'une importante contribution alimentaire. Pour mieux interpréter, mieux visualiser ces résultats, je me suis après ça intéressé aux distributions des variables à partir donc, des résultats de cette régression logistique. Ce que je vois, c'est qu'en fait, Terrebonne étant la référence, je ne le voyais pas nécessairement dans la régression logistique, mais sur les distributions, en fait, c'est ces deux territoires qui comportent le plus de bénéficiaires. Ce qu'on voit, c'est que la majorité de ces bénéficiaires sont des couples avec enfants dans les deux territoires, mais quand même qu'à Montréal-Nord, il y a une part plus importante de personnes seules dans ce groupe de bénéficiaires. Et enfin, on voit que c'est à Montréal-Nord que les revenus les plus faibles sont présents, avec les revenus de moins de 60 000 dollars qui représentent 80% des bénéficiaires sur ce territoire, alors qu'à Terrebonne, c'est des ménages qui gagnent plus de 100 000 dollars par an, qui composent 53% de l'échantillon des bénéficiaires. On a donc ici une opposition entre ces deux territoires. En ce qui a trait à la variable de revenus, on voit qu'en recensant donc les bénéficiaires d'une importante contribution alimentaire dans les barres en orange, on voit une distribution bimodale avec une augmentation des proportions dans les tranches de revenus intermédiaires et élevées. Puis cette distribution, elle correspond à l'opposition qu'on a vue entre les ménages de Montréal-Nord et de Terrebonne. Donc, ici, pour répondre à notre deuxième question de recherche sur les principaux bénéficiaires de cette contribution, on voit qu'il y a une opposition suivant les territoires de Montréal-Nord et Terrebonne et qui correspond aussi à une opposition suivant les revenus des ménages. On a vu, grâce à l'ACM, que les revenus des ménages s'opposaient aussi suivant leur structure, que les couples de salariés à temps plein avaient des revenus plus élevés que des ménages qui comportaient une personne à la maison, par exemple, ou des salariés à temps partiel. On a aussi vu l'importance du facteur d'avoir des enfants pour bénéficier de cette contribution alimentaire et d'être âgé de 35 à 45 ans. Tous ces résultats et les analyses que j'ai emmenées m'amènent surtout à des discussions, notamment du point de vue méthodologique et des approches qu'on peut mobiliser pour traiter ces questions-là. Je proposerais d'abord de poser la question de faire l'étude du jardinage alimentaire peut-être seulement à l'échelle des ménages. En effet, dans les échantillons et les données que j'ai considérées, il y avait des variables mesurées à l'échelle individuelle et à l'échelle du ménage. Les répondants ont donné leur genre, leur âge, leur lieu de naissance, leur occupation principale, leur niveau d'études, mais je n'avais pas d'informations sur l'âge, le genre, le lieu de naissance, etc., du conjoint ou de la conjointe. Non plus sur les occupations éventuellement des enfants ou d'autres personnes qui vivraient dans le ménage. Par contre, on avait mesuré des variables à l'échelle du ménage comme le territoire de résidence, le type de logement, le statut d'habitation du ménage et les revenus. Mais voilà, d'avoir d'autres variables plus détaillées sur les ménages en tant que tels m'aiderait à mieux comprendre les dynamiques de contribution alimentaire. Je rejoins avec ces propositions-là les propos de Nicolas Bélorget qui a proposé dans son article publié en 2011 que l'alimentation était vraiment une bonne porte d'entrée dans la sociologie des familles. En effet, il y a un usage de la catégorie sociale qui se raréfie et on considère beaucoup dans les études les seules variables de diplôme et de revenus, ce qui peut amener des fois à avoir une vision essentiellement économique et à louper certaines représentations ou certains phénomènes de stratification sociale. Dans les résultats que je vous ai présentés, c'est ce que j'ai légèrement constaté, avec en fait des effets sur la structure du ménage en lien avec la contribution alimentaire, mais qui ne me permettent pas d'aller plus loin pour savoir si cette contribution alimentaire-là répond aux enjeux alimentaires que je vous ai évoqués au départ, comme l'insécurité alimentaire ou d'autres choses. Et ensuite, il faudrait également étudier les besoins et les comportements alimentaires de ces ménages pour en comprendre la contribution du jardinage. En effet, nous, on s'est intéressé à la contribution alimentaire en proportion de la consommation de fruits et légumes frais des ménages, ce qui fait abstraction finalement de la consommation totale en fruits et légumes frais du ménage. C'est d'autant plus pertinent et questionnant quand on sait qu'au Québec, en 2017, il y avait seulement 28,6% de la population qui consommait au moins 5 fruits et légumes frais par jour. Donc, qui sont les recommandations pour atteindre ce qu'on pourrait dire des saines habitudes de vie ou les recommandations du guide alimentaire canadien, par exemple.
il y a d'autres études cependant qui ont démontré donc que cette consommation en fruits et légumes frais était plus élevée chez les personnes qui jardinent. Là encore, ça semble être avéré, mais dans les données que j'ai considérées, je ne sais pas sur quelle consommation totale, encore une fois, je me base, pour parler de contribution alimentaire. En conclusion, on a identifié que, 29 des personnes qui jardinent et 10 de l'échantillon total produisaient plus du quart des fruits et légumes frais qu'ils consomment l'été, ce que je considère comme une contribution alimentaire significative. En ce qui a trait au profil socio-économique des bénéficiaires, on a vu que des types de ménages qui correspondent notamment au schéma des familles nucléaires avec des couples avec des enfants étaient plus à même de jardiner et de bénéficier d'une contribution alimentaire. Les revenus des ménages qui en bénéficiaient également étaient intermédiaires et élevés. Et on voit qu'il y a ici un effet à traiter sur l'occupation principale, le type de ménage, savoir s'il y a un ou deux revenus dans les actifs qui composent le ménage, ce qui nous permettrait de mieux comprendre les réalités socio-économiques. Et donc de traiter par là la structure et l'organisation des ménages pour traiter du jardinage alimentaire et de sa contribution. Et en termes finalement des enjeux alimentaires, j'ai identifié surtout des éléments structuraux qui sont l'accès à la propriété, le fait de composer une famille nucléaire et d'avoir des revenus élevés qui semblent permettre de jardiner et de bénéficier d'une contribution alimentaire importante. Donc, c'est encore des hypothèses que je creuse et que je vais continuer d'étayer, mais il semblerait que le jardinage alimentaire domestique se présente comme une pratique qui contribue à l'alimentation de certains ménages, mais pas nécessairement de ceux qui en ont le plus besoin, ou en tout cas de ceux qui font le face aux plus grands enjeux tels que l'insécurité alimentaire ou d'autres problématiques. Voilà, et donc il faut que je poursuive en ce sens mes réflexions et justement, j'ai hâte de discuter avec vous pour réfléchir davantage et à plusieurs sur ces questionnements. Je vous remercie de votre attention.